Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Basket Session Rivers, encore un épisode des CQFR, vous savez c'est du lundi au vendredi, donc ce matin on va débriefer ensemble le match de la nuit, les Nuggets ont battu les Lakers 108-103 et pour en parler je suis rejoint par Shai. Salut Shai. Salut Antoine. Ça fait donc 2-0 pour Los Angeles. On a encore eu un beau match, ou en tout cas un match très rythmé entre deux équipes qui se sont rendues les coups. Qu'est-ce que tu retiens en priorité de ce Game 2 et ça, je l'ai peut-être dit il y a 2 secondes, mais ça fait donc 2-0 pour Denver dans cette finale de conférence à l'Ouest. Je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué, et les deux se sont passées plutôt en deuxième mi-temps ou autour de la fin. Mais j'ai vraiment été marqué visuellement par le fait que les joueurs me paraissaient tous exténués, enfin la plupart d'entre eux exténués. Je crois que j'ai jamais vu LeBron avec ce langage corporel de mec qu'on peut plus, quoi. Anthony Davis pareil, et même les Nuggets qui ont gagné le match, Jamal Murray qui sort pas du tout en deuxième mi-temps, même Jokic, je les ai trouvés. Il y a eu vraiment un rythme à la fois bizarre et un peu effréné tout au long du match, et j'ai l'impression que c'est un peu la thématique de cette série. Et à ce petit jeu-là, Denver me semble un peu plus frais, que ce soit à cause de l'âge des joueurs ou juste de la condition physique. Donc j'ai ça qui m'a vraiment, sur la fin, je me suis dit, ouais, si la série elle est longue, je sais pas dans quel état ils vont finir. Et puis la deuxième mi-temps, enfin le quatrième quart-temps surtout de Jamal Murray, qui est toujours ce joueur un peu clivant. Quel est son vrai niveau? Est-ce que c'est un All-Star, une potentielle star tout court? Enfin, et là, trois quarts-temps maladroit et un peu décevant, et le quatrième phénoménal où il marque il marque un point de moins que les Lakers, je crois. Les Lakers mettent 24 points dans le quatrième et il en met 23. Je trouve qu'il a montré que même si dans les faits, il n'était pas encore All-Star, sans doute à cause de sa blessure, dans le comportement, il est à minima une deuxième star très acceptable, et c'est un euphémisme pour les Nuggets, parce que c'est lui comme plus tôt dans ses playoffs, c'est lui là qui les fait gagner ce match. Ça change la dimension de cette équipe quand il y a un Jamal Murray régulier. Il rate 12 de ses 17 premiers tirs dans les 3 premiers quarts-temps. Puis ensuite, il fait 6 sur 7, 23, 7, 37 points. Il fait des très bons playoffs. Alors, il arrive d'avoir des irrégularités, mais d'être irrégulier, mais en cours de match finalement. Mais il se réveille souvent au bon moment. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu un Jamal Murray qui est capable de disparaître pendant 3 rencontres, puis d'être très fort sur 3 autres. Là, on a vraiment un Jamal Murray qui est bon du début à la fin. Je parle en termes de playoff. Au niveau des playoffs, pas de chaque carton en chaque carton, mais depuis le début des playoffs, il est très bon. Et c'est vrai que ça fait basculer Denver dans une autre dimension d'avoir un joueur comme ça. Et il tient le coup physiquement aussi, ça je trouve, c'est un mec qui a été blessé longtemps. Il joue toute la deuxième mi-temps. Défensivement, j'ai trouvé bien dans l'effort sur la défense en transition notamment. Il y a plein d'actions, parce que la fin de match est assez serrée, il faut le dire. Donc les Lakers sont en tête à la mi-temps, plus 8 ou 9, je sais plus. Non, ou un peu moins, mais peu importe. Denver était revenu avant. C'est le match avant. Denver était déjà revenu, mais par contre, il y a un énorme run des Nuggets en deuxième mi-temps pour repasser devant, et je trouve que Murray, il tient le coup, il sort pas défensivement, il fait ce qu'il faut. Il est excellent. C'est un match où Jokic n'a pas eu besoin d'être surnaturel, même si ses stats le sont presque encore un peu, parce que on n'est plus surpris, mais Jokic qui te fait 23 points, 17 rebonds, 12 passes, 3 interceptions, tu te dis, c'est énorme, sauf que dans le quatrième, il a été plus facilitateur, et il a senti que Murray avait besoin, que c'était lui qui était prêt à prendre les responsabilités, lui et Michael Porter d'ailleurs. Donc ouais, Murray, c'est ce qui est fort avec Denver, c'est qu'ils arrivent à se dire, ce soir c'est pour Jamal Murray, et pas que si Jokic met pas 50 points, on est foutu. Là, ils ont toujours ces options, cette capacité de faire autre chose que ça, quoi. Moi, de toute façon, je continue de penser que c'est ce qu'il y a de mieux pour Denver, que si Jokic met 50 points, c'est pas bon signe. Je vais revenir sur le rythme, parce que tu as raison, on a senti que les deux équipes avaient la volonté de mettre vraiment de la vitesse dans le jeu. Alors, je ne sais pas à quel point l'altitude joue sur la fatigue là, des joueurs. Peut-être ceux de Denver sont mieux habitués tout simplement que ceux de Los Angeles. Mais il y a peut-être un espèce de pari du côté des Lakers de se dire on va jouer vite. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont. Ils commencent en small ball chaque match à Los Angeles. Il y a Schroeder il peut y avoir Schroeder dans le 5, ou D'Angelo Russell ou Vanderbilt, mais l'idée c'est vraiment de jouer vite. Là, c'était Vanderbilt là, sur ce game 2. L'idée c'est de jouer vite et peut-être de fatiguer les stars adverses, et notamment, on pense à Jokic. Voilà, on sait que Jokic, c'est un vrai pivot, traditionnel, lourd, un certain gabarit. C'est pas le mec le plus athlétique de la ligue quand tu le regardes, mais au final,
et c'est intéressant de le noter, Jokic, il était moins fatigué en fin de match qu'un Anthony Davis ou même qu'un LeBron James, par exemple. Alors, l'altitude y est peut-être aussi pour quelque chose. On verra sur les matchs à Los Angeles. Mais il a une condition physique qui lui permet de tenir ce rythme effréné, qui lui permet de lui mettre du rythme. Là où Anthony Davis, à un moment, il a besoin de suffoquer, de reprendre de l'air. Et d'ailleurs, Anthony Davis, qui pour le coup, il finit à 18 points, 14 rebonds, 4 passes, 4 contres, mais il fait 4 sur 15. Et il y a certains tirs qui ratent de peu, de près. Ça manque un peu. Tu peux te dire que c'est juste un peu de jus qu'il n'y a plus, quoi. Il n'y a plus de jus, il y a un peu de fatigue et tu rates des tirs que tu peux mettre d'habitude. Et c'est un peu le classique d'Anthony Davis sur ses playoffs. C'est un peu un match sur deux en attaque où sur le game 1, il était énorme, et sur le 2, il était plus en difficulté. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis pour la durabilité physique de Jokic. En fait, c'est une étiquette qu'il a traînée, je trouve, plus en début de carrière. Et puis, il y a ce fameux match... il y avait eu 4 prolongations contre Portland, là, c'était ça? Je me souviens plus du nombre de prolongations, mais oui, je vois. C'est 4. Et tu vois, et à la fin, il est épuisé comme tout le monde, mais c'est un match déclic presque. On se dit, non, en fait, il est capable de tenir ça. Et je trouve que depuis, je le vois pas en difficulté physique, alors qu'il y a toujours ce cliché du il a l'air enrobé, alors que là, je le trouve très affûté. C'est pas. Mais finalement, il est physiquement très. Je dirais, c'est même lui qui parfois remet du rythme sur les remises en jeu, sur les retours défensifs. Il est dans l'effort, quoi. Il n'est pas du tout pénalisant et il tient le choc. En fait, je pense qu'il récupère très vite de ses efforts. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui dépend. Oui, ça peut dépendre ça dépend évidemment de la condition physique et du gabarit, mais des fois, c'est aussi tout simplement une question presque génétique. Et lui, je pense qu'il a cette capacité à récupérer très vite de ses efforts et du coup de pouvoir les enchaîner quelque part. Et ça fait la différence, même si, comme tu l'as dit, dans le 4e quart-temps, de toute façon, c'est le show de Jamal Murray. C'est Jamal Murray qui se met à rentrer ses tirs. Juste pour les Lakers, pour souligner, encore une fois, ils se prennent un 15-1 dans le 3e quart-temps, tu vois. Mais encore une fois, malgré le fait que l'écart passe à 12 points, je crois que c'est 96, 84, quelque chose comme ça, ils lâchent pas. Les Lakers, ils reviennent un peu à hauteur de Denver. Alors, sans jamais repasser devant, c'est comme sur le game 1, ils n'arrivent pas à repasser devant. Mais ils lâchent pas et ils savent se remettre dans le jeu, ils savent tenir jusqu'au bout. Ça montre quelque chose mentalement. Après, voilà, il y a 2-0 à l'arrivée, mais c'est 2 fois où quand même Los Angeles montre un vrai visage jusqu'au bout. Et c'est encore un peu grâce au même qu'ils arrivent à soit rester dans les matchs, soit à s'accrocher. Enfin, j'ai l'impression qu'on le dit à chaque fois, mais Austin Reeves, il a été incroyable. C'est le seul qui continuait de rentrer ses tirs sur pick and roll. C'était toujours le plus agressif, le plus efficace. Enfin, il est vraiment impressionnant. Il a même un peu de réussite sur la fin de match. Il tente un tir à 3 points avec la planche, alors qu'on pense que les Lakers sont finis. Et là où tous les autres, donc LeBron et Davis y compris, parce que donc LeBron a eu un match compliqué aussi en attaque. C'est pas souvent que je parlais de en deuxième mi-temps physique. En deuxième mi-temps, voilà. Donc à 3 points, malheureusement pour lui, il est inexistant là, depuis le début de la série. Il fait encore 0 sur 6 là. Et finit à 9 sur 19 au final. Je veux dire, il est pas loin d'un triple-double, mais en attaque, il a eu des difficultés. Et Austin Reeves, Hachimura, les deux, ils sont encore 22 points pour Reeves à 50% et 21 points à 8 sur 10 pour Hachimura. C'est les deux que je trouve très constants dans ce qu'ils apportent chacun dans leur registre. Et ça explique en partie pourquoi les Lakers, je trouve que, comme tu disais, mentalement, ils lâchent pas et c'est encourageant. Paradoxalement, ils sont menés 2-0, mais on se dit pas c'est terminé. Tu vois, même si, encore une fois, je trouve Denver supérieur et je parierais plus sur Denver qui sort de cette série. Les Lakers sont, encore une fois, une meilleure équipe que ce qu'on pouvait penser il n'y a pas si longtemps. Parce qu'ils ont des joueurs, je pense, notamment Reeves et Hachimura, pour le coup, c'est des joueurs, je pense, qu'on n'imaginait pas à ce niveau. Théo soulignait le fait que Reeves n'avait peut-être même pas assez le ballon à la fin, et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je me demande s'il n'y a pas quelque part un peu une question de hiérarchie. Je vais faire un parallèle qui n'est pas tout à fait exact, mais juste pour vous donner l'idée. L'Eurobasket 2015 en France, Nando De Colo s'affirme vraiment comme le meilleur joueur de l'équipe de France. Mais le moment où il y a ce quart de finale contre l'Espagne, qui est un souvenir douloureux, j'imagine, pour beaucoup de Français, de demi-finale contre l'Espagne, Tony Parker redevient le leader de fait, et c'est logique parce que c'est le patron de l'équipe. Et je ne dirais pas que De Colo est oublié, je ne dirais pas jusque-là, mais c'est difficile, tu vois, dans ces moments-là pour De Colo de dire non, mais attends, là, dans les faits, c'est moi le meilleur. Je ne dis pas qu'Austin Reeves est un meilleur joueur que LeBron James, loin de là. LeBron, il y a même des moments en première mi-temps où je me suis dit,
parce qu'il dominait physiquement en première. En première, il y a des moments où il va au cercle avec tellement de facilité, même s'il s'en mêle un peu les passos, tu vois, sur un dunk et il perd la balle tout seul, etc. Mais tu sens qu'il arrive à aller au cercle. Je me dis, en fait, LeBron, il en a gardé sous le pied pour cette série, il est frais. Et en fait, non, tu vois que tu te rends compte après que non. Je dis pas que Reeves est un meilleur joueur que LeBron, mais dans le 4e quart-temps, Reeves, il aurait mérité d'avoir plus de possession. Clairement, genre comme si c'était lui le franchise player, même si c'est pas le cas, même si c'est pas le meilleur joueur, mais si finalement c'est le plus tranchant balle en main, bah, ça aurait été intéressant peut-être que le jeu passe plus par lui. Et même Hachimura, il joue beaucoup dans le 4e quart-temps, mais il prend un tir qu'il met pas, alors qu'il a mis ses 7 tirs en première mi-temps et il a vraiment fait mal aux Nuggets avec sa puissance en fait. Vu que les meilleurs défenseurs sont concentrés sur LeBron, sur Davis, Hachimura derrière, il a un espèce de combo taille, puissance, agilité. C'est pas Kawhi Leonard, mais je comprends les comparaisons qu'il y a eu au moment de sa draft avec Kawhi Leonard dans le style de jeu, dans le style offensif, dans la manière dont il peut vraiment terrasser son défenseur direct. Voilà, il a été très bon dans les 2 matchs et au final, ces deux-là, qui sont peut-être les 2 grands gagnants des playoffs du côté des Lakers, ces deux-là, ils auraient mérité d'avoir plus la balle à la fin, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, l'impression qu'on avait, c'est que, en voyant le match, j'ai l'impression que Reeves était presque le seul qui pouvait marquer en continu dès que tu l'alimentais. Enfin, il prenait ses shoots, il se les créait, ou alors on le servait, mais il a cette espèce de confiance dans les moments, quand les minutes s'égrènent. Il était toujours là. Ça a été ça cette saison. Quand c'était dur. C'était ça en playoff, même où ça a été moins dur pour les Lakers. Et c'est une caractéristique ça va continuer de le servir pour les négociations contractuelles. Enfin, voilà, c'est un joueur qui est en train de prendre une dimension qu'on n'attendait pas. Et Hachimura, c'est une recrue. Même moi qui aime bien, franchement, je l'aimais bien depuis Gonzaga. Washington, je le trouvais comme beaucoup de joueurs ou mal utilisés ou pas assez utilisés. Et c'est une super recrue, même si cette année ils vont pas jusqu'au titre, c'est une super recrue pour la suite dans tous les cas. Donc ouais, je suis d'accord. Oui, ça leur donne une base très intéressante quoi qu'il arrive. Ils pourront se dire que Reeves, Hachimura, c'est très intéressant à voir. Il arrive juste un peu mieux, juste pour finir, il arrive un peu mieux par exemple que D'Angelo Russell qui a été bon pendant un temps là. Depuis qu'il est là, il est plus que correct. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Il apporte ce qu'il apporte. Là, par contre, sur le début de la série, c'est plus compliqué. La stat qui m'a un peu marqué à la fin du match, c'est que je te retrouve ça, c'est les stats de présence quand il est sur le terrain et quand il n'y est pas. Les Lakers sont à moins 41 depuis le Game 1 avec lui sur le terrain en 59 minutes. Sachant qu'il y a eu 2 matchs serrés. Voilà, il y a eu 2 matchs serrés. Et à plus 30 quand il est sur le banc. Donc c'est pas pour le dire c'est que de sa faute, mais c'est un fait, ils ont du mal quand il est sur le terrain. Non mais ça c'est clair et ça se voit à l'œil nu en fait. Là sur ce Game 2, il y a des moments où tous les mauvais passages des Lakers, ça coïncide à peu près à quand D'Angelo Russell est sur le terrain. Je pense que là, ça atteint une certaine limite face à un adversaire comme Denver, qui est plus fort défensivement que ce que l'on pensait, qui est grand, avec des joueurs grands, costauds, physiques. Par contre, je me demande s'il n'y a pas un ajustement à faire à ce niveau-là. Je ne sais pas si Darvin Ham osera le faire parce que je ne connais pas D'Angelo Russell personnellement, donc je ne sais pas à quel point mentalement il peut être affecté par une relégation entre guillemets. Mais D'Angelo Russell, par contre, s'il passe en sortie de banc et qu'Hachimura il rentre dans le 5 pour garder cet esprit small ball et ils ont essayé Hachimura sur Jokic, ils avaient déjà essayé dans le game 1, ça avait plutôt bien marché dans le game 1. Ça permet en tout cas au moins à Anthony Davis de zoner un peu plus autour de la raquette, même si les Nuggets se réajustent en étirant les lignes avec Gordon qui finalement se met loin et joue des mains à main si jamais la balle ressort sur lui. Mais bref, tout ça pour dire Hachimura dans le 5, ça marche avec les autres. Je me demande si D'Angelo Russell jouait dans le deuxième 5 au moment où il y a un peu moins de pression défensive, à un moment où il peut avoir un peu plus la balle, il peut peut-être aller marquer des paniers pour se mettre en rythme. Je me demande si ce n'est pas peut-être un ajustement à faire du côté de Los Angeles. Non, je pense qu'il tentera des choses. Ce qu'on a pu voir avec Darvin Ham, c'est qu'il n'avait pas peur de changer son 5 et de tenter des choses. Tu parlais des grands gagnants de Hachimura Reeves. Je trouve que Darvin Ham, sur sa crédibilité en tant que coach, vu la situation qu'il a eue en début de saison, l'effectif totalement bouleversé ou presque avant la deadline, et puis les challenges qui se sont placés devant lui, je trouve qu'il y répond très très bien, là, même malgré le niveau de l'adversaire et le fait qu'il soit mené, il est très bien dans son rôle, il tente des choses et je pense qu'il va encore en tenter avant la fin.
Et ça peut concerner D'Angelo Russell, qui est clairement pas dans les meilleures dispositions. C'est vrai que ça se voit un peu. Et à contrario, tu disais que tu as l'impression que les bonnes dynamiques de Denver coïncident avec le moment où les mauvais moments des Lakers coïncident avec la présence de D'Angelo. Moi, ça me fait l'inverse avec Bruce Brown de l'autre côté. J'ai l'impression que dès qu'il est là, tout de suite ça va, et ça se traduit aussi par des actions ici et là qui sont décisives. Il n'y a pas que la dernière action du match où il intercepte le ballon sur LeBron. Ils sont déjà, c'est important, mais ils étaient déjà devant. Mais ça voilà, aussi bien visuellement que statistiquement, parce qu'il il a plus 16 de différentiel en sortie de banc. Il fait des petites actions ici et là. Je trouve très important. Et je repense à ce moment où les Nets, ils l'ont pas gardé quand ils avaient leur ossature, quand ils montaient leur équipe autour de Kyrie et de KD. Et c'est typiquement le genre de joueur. Voilà, on le dit souvent, hein, mais il confirme. Si on le dit souvent, c'est parce qu'il confirme match après match. Il est ultra important. Il apporte une énergie débordante qui est vraiment importante en sortie de banc, qui te permet de garder le rythme effréné dont on parlait. Lui, il pousse la balle, il pose des écrans, il est prêt, il va au rebond offensif. C'est fou, un mec de sa taille, mais tu vois, il jump, il a tout un. C'est un faux petit qui est vraiment utile pour les Nuggets, je trouve, Bruce Brown. Et de toute façon, les Nuggets sont vraiment une équipe très intéressante. C'est complet. Maintenant, voilà, ils ont jamais été aussi proches des finales NBA dans toute leur histoire. Il y a 2-0. Ils sont à 2-0. Et bon, voilà. Los Angeles, par contre, n'a toujours pas perdu devant son public depuis le début des playoffs. Donc, ils n'avaient pas encore perdu 2 fois de suite non plus, donc attention. Ouais. mais oui, je vais pas du tout enterrer les Lakers. C'est juste que les Nuggets m'ont l'air d'avoir un peu réponse à tout, et avec la constante Jokic, même sans qu'il soit sur un match de légende, ils ont ce qu'il faut sur le banc. Ils n'ont pas besoin de sortir 18 joueurs, mais ceux qui sortent, ils sont très bons. Il y a plein de choses. Jamal Murray qui est plus qu'un bon lieutenant, Michael Porter Jr. aussi, qui est, tu vois, il met ce qu'on disait les autres fois, il met que 16 points, mais c'est toujours au bon moment. C'est pendant un bon run aussi. Aaron Gordon qui continue de bien défendre. Enfin, il y a plein de choses c'est les mêmes choses qu'on dit à chaque match de la série quasiment, et sur les tours précédents, mais c'est ça aussi qui fait gagner, la continuité et la constante, et c'est ce qu'on voit pas forcément par exemple chez les Celtics ou chez d'autres équipes qui étaient qualifiées jusque-là, ou les Warriors et tout ça. Donc c'est ce qui fait que pour beaucoup, Denver recommence à ressembler à un favori assez net, quoi. Oui. Mais justement, Boston, on va en parler brièvement. Ce soir, il y a le match 2 entre les Celtics et le Heat. Ouais. Il y a 1-0 pour Miami, déjà presque défaite interdite pour Boston. Qu'est-ce que tu attends en particulier? Est-ce que tu attends quelque chose en particulier de cette rencontre? Une réaction de toute façon, pour les Celtics, déjà pour l'intérêt de la série, je préférerais que Boston gagne pour que ce soit serré, qu'on ait plus de matchs à se mettre sous la dent. Mais si les Celtics ne réagissent pas là, je veux dire, même si si t'es mené 2-0 après 2 matchs à la maison, c'est plus un exploit qu'il faut faire, quoi. Je pense que Miami va au moins prendre un match à domicile, et ce sera trop compliqué. Donc je m'attends à revoir le bon visage des Celtics, et malheureusement, on ne sait jamais, d'un match à l'autre, c'est très très différent. Donc je m'attends à ça, et j'attends quand même de voir ce que va nous faire Jimmy Butler, parce que à la fin du match, ils lui ont dit, bon, en gros, c'est bien, vous avez fait le plus dur. Il dit non, prochain match, on y va, on va le gagner, et pas de souci. Il est sur cette vague de confiance et de sérénité qui est assez démentielle, et c'est génial à voir, quand même. Ouais, moi pareil, j'attends évidemment une réaction des Celtics, notamment pour voir au final de quoi ils sont faits, parce que voilà, j'ai l'impression que cette équipe réagit plutôt bien à la pression. Quand elle doit gagner, elle gagne. Et c'est quand même un peu encourageant, même si on souligne souvent les trous d'air, les relâchements, etc. Il faut quand même aussi noter qu'elle gagne quand elle doit gagner. J'attends en fait presque le moment où ça servira de déclic, par contre. Le moment où voilà, ils vont prendre un match qu'ils ne doivent pas perdre, et ils se diront, ah mais en fait, il faut vraiment qu'on joue comme ça tout du long, et là on a un vrai shot pour le titre. Donc ça c'est quelque chose que j'attends du côté de Boston. Je ne sais pas si ça arrivera sur cette ou non, mais ça aurait dû être les 2 matchs contre Philadelphie d'affilée, les 2 victoires d'affilée. Pour moi, c'était bon. C'est pour ça que j'étais surpris par la défaite du game 1, sans doute encore par manque par une méfiance abusive envers Miami et Jimmy Butler. Mais c'est pour ça que je pensais vraiment qu'après le match, après la fin de la série contre les Sixers, ils avaient trouvé leur
voilà, l'intensité qu'ils devaient mettre tout le temps, sans ces sautes de concentration. Enfin, on les a revus dans le game 1. Donc, tu vois, même si c'est triste, hein, mais même si Boston gagne, parce qu'ils doivent gagner, et quelle que soit la manière, je me dirais pas, bah, c'est bon, ça y est, ça y est, ils sont lancés. En fait, tant qu'ils ne gagnent pas un match ou deux à Miami, je me dirais qu'ils sont toujours cette équipe irrégulière qui est toujours sur la brèche un peu. C'est ça le problème. En tout cas, on suivra ça avec attention. Pas de CQFR demain, mais un CQFR lundi. Et justement, pour le coup, il y aura eu le Game 3, non seulement le Game 2, mais aussi le Game 3 entre Boston et Miami, ainsi que celui entre Denver et Los Angeles. Donc voilà, on aura tout ça à débriefer lundi matin. Ça sera le CQFR du week-end, posté donc le lundi matin sur la chaîne Basket Science Rivers. Donc voilà, en attendant, vous pouvez aller voir sur la chaîne éventuellement les autres vidéos, les podcasts, qui généralement, on essaie de traiter des sujets qui vont un peu plus loin que juste l'actualité, même si ça parle essentiellement d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Et nous, on se retrouve lundi. Ciao à tous. Salut.